Démettre les gens, vous excuserez mon look négligé, c'est la fin des vacances et j'avais envie de rester encore dans une ambiance décontractée propice à l'été. Toutefois, cette vidéo est spéciale pour cette chaîne car elle marque la fin d'un cycle, celle des vidéos d'été sur des tops d'eux-mêmes d'il y a 10 ans. Oui, parce qu'a priori, il n'y en aura pas l'année prochaine. En effet, la chronique facile va sur ces 10 ans, et donc du coup, il y a déjà un top 10 des mêmes de l'année 2014, celui que j'avais fait à la fin de l'année susdite. Ce qui fait qu'avec cette vidéo sur cette chaîne, il y a 13 vidéos qui récapitulent les mêmes de l'année et qui s'étalent de 2009 à 2022. Si vous êtes sage, il y a même moyen que je fasse une playlist. À part ça, comme on est retourné le temps d'un épisode sur le format de la chronique facile, générique. L'année 2013 est une année de 365 jours qui a pris place 10 ans après l'année 2003 et 10 ans avant l'année 2023. Marquée par la renonciation du pape Benoît XVI et l'arrivée du pape François, elle aura vu la chute d'une météorite en Russie, les révélations d'Edward Snowden et l'élimination de Julien après 152 victoires consécutives à Tout le monde veut prendre sa place. Mais c'est aussi l'année de promulgation du mariage pour tous et donc des manifestations contre le mariage pour tous. C'est l'année qui a vu hélas la mort de Nelson Mandela, mais fort heureusement celle de Margaret Thatcher. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur 2013. Car il faut dire ce qui est, 2013 c'est pas une année super exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, ainsi que dans l'histoire de la culture web. 2013, c'est un peu cette année de transition où 4chan perd son statut de machine à faire des mèmes internet pour être remplacé un petit peu par Tumblr, YouTube ou Vine. Les rage comics sont en train d'agoniser, les advice memes ont peine à se renouveler et on a l'impression que dès qu'un mème apparaît, il est très vite foutu à la poubelle. Et puis surtout, 2013 manque d'événements marquants. L'arrivée d'un nouveau pape, c'est cool pour les livres d'histoire, mais c'est pas vraiment un sujet propice à la rigolade. D'ailleurs, quitte à faire un bilan, autant passer sur le traditionnel point, mais que faisait Mad Dog cette année-là ? En 2013, j'ai flirté à Paris, un soir d'ivresse avec une fille polonaise. Lorsque je l'ai revue en 2014, elle m'a dit « J'ai pas très envie de reparler de ce qu'il s'est passé ». Et ça résume bien 2013, à savoir « Je n'ai pas très envie de reparler de ma vie en 2013 ». Merci. Voilà qui conclut le point « Que faisait Mad Dog cette année-là » ? Donc voilà, puisque c'est l'année 2013, on va vous sélectionner 13 mèmes et vous les expliquer. Comme d'habitude, je préviens, c'est un top subjectif, il ne reflète que mon avis sur les mèmes qui seraient importants à retenir cette année. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires s'il y a des mèmes qui vous ont marqué en 2013 et aussi parler du coup de vieux que cette vidéo va inévitablement vous causer. Numéro 13, le Harlem Shake. On va commencer étrangement avec un des mèmes les plus célèbres de cette année-là, mais surtout l'un des plus détestés. Bon, déjà, première chose qui la rend détestable, le Harlem Shake n'a rien à voir avec Harlem et avec leur vraie danse nommée le Harlem Shake. Tout vient en vérité d'une musique d'un DJ de 23 ans à l'époque, Goer, dans laquelle on peut trouver les phrases et ce qui a donné le nom du morceau. Uploadé en août 2012, la musique serait passée inaperçue si en janvier 2013, Filthy Frank et ses potes ne s'étaient pas amusés à danser dessus en faisant des trucs bizarres. Ah oui, je vais vous ouvrir une parenthèse vite fait pour rappeler qui est Filthy Frank pour les plus jeunes d'entre vous ou ceux qui auraient été pris d'amnésie sélective. Filthy Frank ou Pink Guy est un personnage joué entre 2008 et 2017 dans des vidéos absurdes où il portait un costume rose en lycra et s'adonnait à des activités bizarres qui étaient souvent ponctuées d'insultes plus ou moins racistes. Si Joji, l'artiste nippono-australien derrière ces vidéos, a laissé tomber le personnage pour se lancer dans la chanson aux alentours de l'année 2017, à l'époque, Filthy Frank était super connu et les extraits de ces vidéos où les gifs le mettant en scène étaient ultra courants sur internet. Fin de la parenthèse. Postée le 2 février, la vidéo n'a rien d'inhabituel pour la chaîne. On voit juste Frank et ses potes danser, puis lorsqu'apparaît le fameux Let's Do the Harlem Shake, il se déchaîne de plus en plus. Toutefois, cela inspirera le youtubeur Jackson Fold 2 jours plus tard, qui fit sa version de la danse, ce qui donnera lieu au même. Dans un premier temps, on voit des gens souvent en train de bosser, de glander, bref, de ne rien faire d'extraordinaire, sauf un mec en train de danser bêtement au fond. Puis dans le second plan, tout le monde se met à danser de la façon la plus stupide possible.
Alors désolé si vous n'entendez que quelques bouts du morceau. C'est toute la difficulté de l'exercice consistant à parler d'un morceau très célèbre sur YouTube. Comme je n'ai pas très envie de me faire striker, ni de refiler la totalité de la monétisation de cette vidéo aux ayants droit de DJ Boer, je ne la mets pas. Donc désolé si c'est moins explicite. Et à partir de ce moment-là, tout le monde se mit à refaire le même. En stop motion, dans les universités, dans la rue, à l'armée, chez soi, dans les boutiques de mode, partout. Dès le 15 février, le Harlem Shake était devenu un tel truc de vieux qu'il était refait dans les maisons de retraite. Puis il commençait à y avoir des variations, où après le cut, personne ne bougeait plus. Mais au fond, ça restait le même gag. À la fin du mois de février, le Harlem Shake avait tellement lassé qu'il y eut une chanson entière du groupe The Midnight Beast pour dire à quel point ils haïssaient cette mode débile. Une chanson qui égratigne d'ailleurs d'autres mèmes de la même époque. Et c'est drôle parce qu'on retrouve dans cette chanson les prémices de l'attitude qui consiste à décréter qu'un mème est vieux afin de le tuer immédiatement, sans vraiment donner plus de justification que « si ça me fait plus rire, alors ça ne doit pas vous faire rire ». Le 1er mars, le Harlem Shake fut tué, dans l'œuf. Et c'est fou parce que c'est vraiment un mème qui aura duré un mois, et durant le mois le plus court de l'année en plus, du 1er février au 1er mars. Et ça a d'ailleurs commencé à ringardiser la mode de faire des vidéos challenge en groupe. En me documentant, je suis tombé sur un sketch de l'époque où l'on voit un mec qui bosse pendant 2 ans sur un stop motion autour du Harlem Shake, tout ça pour que son boss dise « À quoi c'est mort, hein, on est passé à un nouveau truc maintenant ». Et ça me fait dire qu'on avait déjà ce recul critique sur la façon dont le public se lasse très vite des mèmes internet. Et c'est en ça que ce mème est intéressant, tout autant pour l'engouement qu'il a engendré que pour la façon dont il a généré un rejet presque immédiat. Numéro 12. Les canards en plastique jaune. Et en parlant de rejet, voici le plus bizarre de l'année 2013. Un moment qui a fait se rencontrer le gouvernement chinois et un artiste d'art contemporain néerlandais. Florentin Hofman est un artiste plasticien né en 1977 à Delft-Jilt au Danemark. Alors oui, j'écorche certains noms, mais je ne sais pas parler le danois. Et ne faites pas comme si vous aussi vous saviez le faire. Celui-ci est connu pour ses installations ludiques dans lesquelles il crée des versions géantes de jouets pour enfants. La plus célèbre étant ses canards de bain géants qu'il a fait flotter dans des lieux aussi divers que les ports de Saint-Nazaire, de Nuremberg, de Sao Paulo, d'Osaka ou de Sydney. Toutefois, le 15 mars 2013, le canard jaune se trouvant dans le port de Hong Kong se dégonfla et sombra. Oh non, pauvre coin-coin. L'événement fut abondamment parodié sur l'internet chinois, et les mêmes affluèrent, dont un où les canards remplaçaient les chars de la place Tiananmen. Or, la Chine est un pays très touchy en ce qui concerne leur passé, et notamment ce moment. Ils décidèrent de faire censurer le mot canard en plastique jaune, afin que personne ne tombe sur la parodie. Ce qui entraîna l'hilarité générale, et encore plus de mèmes, dont des phrases agressives comme « quack quack, motherfucker ». Mais ça n'est pas le truc le plus bizarre de l'année, puisqu'il y avait... Numéro 11, les acteurs sans nez et les acteurs sans dents. Oui, j'ai regroupé les deux mèmes dans une seule et même rubrique. C'est vers le mois de janvier 2013 qu'apparut la mode de prendre des images animées mettant en scène des personnages et de couper leur tête pour faire en sorte qu'ils n'aient plus de nez, rajoutant un effet bizarre de tête ratatinée qui rend le truc encore plus absurde. 3 mois plus tard, rebelote avec cette fois-ci des photos et des images animées de célébrités dont on a retiré les dents, les faisant ressembler à des retraités qui auraient oublié leur dentier. Pire, on s'amusa à les représenter sans lèvres, ce qui en fait des créatures de cauchemar. Bon, j'en parle souvent, mais ça marque une évolution de l'utilisation des technologies. Au fur et à mesure que les Reg Comics et les images sous Paint disparaissaient, les montages faits sous Photoshop devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus élaborés. Ceci dit, pas de quoi en faire une attaque. Numéro 10, l'attaque des titans. Ou Shingeki no Kyojin pour les puristes. Mais je vais rester sur le nom L'attaque des Titans parce que comme ça j'aurai moins de risque de l'écorcher. En effet, c'est durant la saison de printemps et d'automne 2013 qu'eut lieu la diffusion de l'adaptation animée du manga L'Attaque des Titans. Celui-ci était prépublié depuis 2009 et avait déjà généré quelques mèmes qui soulignaient l'aspect grotesque des titans. Mais l'adaptation animée va faire exploser le compteur des mèmes consacrés à la série ainsi que des fanarts homo-érotiques entre Eren et Rivai. On aura donc droit aux parodies autour
autour du poster de la série, aux gifs animés de Rivaille en train de nettoyer, aux blagues autour des gens qui croient voir l'attaque des titans partout, à Sacha qui se fait surnommer Potato Girl, et aux blagues à base de têtes qui ressortent de derrière les murs. Mais ce qui générera le plus de détournements à travers internet, ce fut son générique. Ce putain de Guren no Myumiya, ce banger qui est devenu en 10 ans un classique des karaokés japonais, au point que les gens finissent par l'entonner avec le poing sur le cœur. Il faut dire que la musique du groupe Linked Horizon peut rendre épique un peu tout et n'importe quoi, et les internautes ne s'en privèrent pas, ils la colèrent un petit peu surtout. Alors, ça n'est pas la première série animée à se faire connaître par une explosion de mèmes internet, mais c'est l'une des plus marquantes, notamment en ce qui concerne les années 2010. Même à l'heure actuelle, la série continue encore de générer des mèmes internet, notamment sur le fait qu'on n'en a toujours pas vu le bout et que les saisons sont divisées en sous-sections qui sont divisées en sous-sections. Enfin bon, promis, cet hiver, on en aura vu la fin. Enfin, peut-être. Sinon, dans le même genre, nous avions numéro 9, le jeu de baseball Winnie l'ourson. Je ne déconne pas, il y a un lien. Winnie the Pooh Home Run Derby est un jeu flash de 2008 disponible sur le site internet japonais de Disney avant d'être adapté pour le site Yahoo Kid. Il met en scène Winnie devant frapper une balle lancée par un de ses amis. La particularité de ce jeu, il est incroyablement dur, sa mère. Si pour Riquet, Lumpy ou Porcinet sont relativement faciles, ça commence à se corser avec Grand Gourou, puis Coco Lapin, puis Maître Hibou et ses balles vrillées. Et si vous passez ça, vous allez en chier avec Tigrou, qui n'est rien devant le véritable boss du jeu, celui qui vous fera trembler de terreur, Christopher Robin. Remarqué vers la fin de l'année sur Fubata Channel, il deviendra un phénomène de mode en 2013 sur 4chan et Reddit à cause du côté hilarant d'avoir un jeu marketé pour enfants qui fait passer Dark Souls pour une balade de santé, ce qui va engendrer une foultitude d'images détournant Christopher pour en faire une sorte de boss ultime craint et fui par tout le monde et de le comparer à un titan. Ah voilà, je vous avais dit qu'il y avait un lien entre les deux. Et ça marque une autre apparition de la franchise Winnie l'ourson dans le monde des mèmes internet. Ce qui est loin d'être fini à l'heure actuelle. Numéro 8. In France, they don't say I love you. Alors tous les ans, je cherche un mème en français et pour 2013, j'ai pas trouvé grand chose de foufou. Mais j'ai néanmoins trouvé un mème anglophone à propos des Français qui a fini par être utilisé par les Français eux-mêmes. Tout commence le 14 avril 2013 sur Tumblr lorsque l'utilisateur WherePuppyScott sort la phrase « In France, they don't say I love you, they say instead. Cet homme a volé un peu de pain, et je vais le chasser pour le reste de sa vie avant de sortir avec lui. Je veux dire, le mettre en prison. » Une référence évidente à l'obsession du personnage de Javert pour Jean Valjean. C'est faux à quel point pour un auteur mort au 19e siècle, Victor Hugo a inspiré une poignée de mèmes internet. La catchphrase est immédiatement reprise et elle va servir à décrire des relations entre des personnages dans les fictions et à les traduire approximativement en français. À celle-ci est rajoutée à la fin la conclusion « And I think it's beautiful ». En voyant ça, nous les Français, on s'est dit qu'on pouvait jouer nous aussi. Après tout, c'est notre langue. La phrase a servi pour ironiser sur des paroles de chansons, des catchphrases célèbres, des phrases vulgaires sur la langue de bois des politiciens et tout ce qui s'ensuit de purement français, avant de toujours finir sur un « And I think it's beautiful » de Banalois. Ce qui a débuté, mine de rien, une petite tradition des phrases à trous sur les réseaux sociaux, comme « Ce matin, maman est morte » ou « Qui peut s'asseoir à ma table et dire « Et je pense que c'est vraiment beau ». Numéro 7. Creepy Villager. Si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous savez qu'il y a une licence dont on aime particulièrement les mèmes, et c'est Super Smash Bros. Bon, en 2013, cela faisait déjà des années que l'on savait que Nintendo aimait bien sortir des personnages inattendus pour sa licence de jeu de baston. Et il y avait déjà des pronostics le 11 juin, quand est sortie la bande-annonce pour Super Smash Bros 4, diffusée lors de l'E3. Purée, c'est dingue, mais rien que de prononcer le mot E3, ça sonne comme un truc qui date d'une autre décennie. Nintendo annonça durant cette bande-annonce l'arrivée de Megaman, de l'entraîneuse Wii Fit et du villageois que le joueur incarne dans Animal Crossing. Le tout était présenté par Satoru Iwata. Ouais, je pensais pas que je serais aussi vite nostalgique des E3 avec Satoru Iwata.
Si Megaman se présentait pourtant avec un énorme lot d'attaques, et si l'entraîneuse aura été l'objet d'un certain nombre de mèmes, mais surtout de fanart coquins, ce en quoi les internautes vont se concentrer, c'est ce petit moment où le villageois d'Animal Crossing attrape Mario, et où une lueur étrange s'allume dans son regard. Ce qui sera la source de nombreux fanarts et de détournements assez hilarants. Je me rends compte que durant l'année 2013, la blague, ça consistait surtout à rendre creepy des personnages pour enfants. Bon, c'est vrai, ça n'a pas vraiment changé depuis. Numéro 6. Vince McMahon Reaction. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais dès que vous allez voir sa tête, ça va vous revenir. Revenons à l'année 2002 et un match de la WWE où le commentateur de catch Vince McMahon s'amuse à faire passer de faux entretiens d'embauche pour un job d'assistante. Et comme on est dans du catch, McMahon en fait des caisses, notamment lorsque la catcheuse et top modèle Stacy Keibler se met à danser devant lui. Il faudra attendre le mois de novembre 2013 pour que cette séquence réapparaisse, sauf qu'on a changé des bodybuilders à la place de la mannequin, ce qui va faire augmenter la notoriété de la séquence. Elle sera utilisée abondamment dans des gifs animés, avant d'être reprise quelques années plus tard dans une sorte de Drake posting amélioré, la tête de McMahon pouvant illustrer les différents degrés du contentement, l'intérêt, la bonne surprise, la joie, le kiff, l'extase, certains même se terminant par son visage jetant des yeux laser. Mais ce n'est pas la seule tête célèbre dont le mème est apparu cette année-là. Numéro 5. Side-eyeing Chloé. Et pour le coup, c'est pas vraiment l'extase que ça représente, c'est même plutôt l'inverse. Le 12 septembre 2013 apparaît une vidéo dans laquelle les époux Clem se mettent en scène afin de faire une surprise à leurs deux filles, Lily et Chloé. Au lieu de les amener à l'école, ils annoncent qu'en réalité toute la famille va à Disneyland. You're serious? Yeah. Si Lily a la réaction attendue et se met à hurler et à pleurer, Chloé fait une tête vraiment particulière qui va faire rire les internautes. Au bout d'à peine 6 jours, des gifs tirés de cette vidéo apparaissent sur un Tumblr dédié. Et oui, à l'époque c'était beaucoup Tumblr qui était le propagateur des mèmes internet. C'est le 5 novembre qu'apparaît un blog nommé Chloé Queen of Everything où la petite fille est photoshopée à la place de stars célèbres. À partir de ce moment-là, le visage de la gamine va se retrouver partout et surtout servir pour illustrer une sorte de surprise et de gêne face à quelque chose de bizarre ou de cringe. De nos jours, Chloé doit avoir 12 ou 13 ans et elle a plutôt bien vécu cette célébrité. Le mème où elle apparaît étant pour une raison très étrange, célèbre au Brésil. D'ailleurs, au cours de leur voyage vers Disneyland, on se dit que toute la famille Clem aurait pu passer une certaine musique dans la voiture. Et cette musique, c'est numéro 4, Let It Go. Mais il ne pouvait pas, et pour une simple et bonne raison, c'est que la chanson n'était pas encore sortie. En effet, c'est seulement le 27 novembre 2013 que Disney a sorti le film La Reine des Neiges au cinéma. C'est dingue à quel point la phrase « Disney a sorti son dernier film au cinéma », ça aussi, ça a super mal vieilli. Le film sera un turbo carton, sans doute le plus gros des studios Disney durant les années 2010. Il s'est accompagné de mèmes autour du personnage d'Elsa, certains la voyant avec le personnage de Jack Frost issu d'un autre film, d'autres imaginant un univers alternatif où elle tire du feu. Mais ce que tout le monde va retenir, c'est sa chanson. Et là c'est assez magique puisque je n'ai même pas besoin de vous passer un extrait du morceau. Vous l'avez déjà dans la tête, en fait. Ce putain de Libéré, Délivré, qui est un des vers d'oreille les plus puissants de ces 10 dernières années. On l'a tous eu en tête au moins une fois, et dès la sortie du film, tout internet va reprendre le morceau. Avec la voix de Bane, avec des enfants, avec des mecs, avec un combo piano-violoncelle, et dans toutes les chorales. On en a fait des versions tristes, des parodies dans tous les sens, et même Disney ne s'est pas privé pour faire à foison des clins d'œil à la popularité de cette chanson. So let it go. Bon, après, il y a eu toute l'histoire assez sombre des dessins animés Flash mettant en scène Elsa et Spider-Man. Mais ça, on va volontairement éviter d'en parler. Numéro 3. Vine. J'ai parlé de la façon dont Tumblr et Reddit commençaient à être les lieux où les mèmes internet naissaient. Mais on n'a pas parlé de la plateforme star de 2013, Vine.
Développée en juin 2012 avant d'être acquise par Twitter à la fin de l'année, Vine fut introduite au grand public en janvier 2013. L'application proposait aux internautes de faire des petites vidéos d'une durée de 6 secondes à partir de leur téléphone portable. Une durée très courte mais ultra propice à la blague et aux vidéos virales. Et c'est là que sont nées de futures stars du net comme Gavin, le Popeyes Kid ou Logan Paul. Et ouais, tout n'était pas si bien que ça sur Vine. L'un des Vines qui me faisait le plus rire à l'époque concernait Ryan Gosling, devant lequel un internaute approchait une cuillère devant une vidéo pour donner l'impression qu'il la rejette. Le mème est devenu célèbre au point où Ryan Gosling s'est senti obligé de répondre par une vidéo de lui mangeant des céréales. C'était l'époque des vidéos de Will Sasso Lemon, où celui-ci se retrouvait à avoir un citron qui lui sortait de la bouche à la fin de chaque vidéo, ou de ces vidéos où l'on coupait la voix des chanteuses comme Miley Cyrus par des cris de chèvre. C'est aussi l'apparition des premiers challenge de danse. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'avec Vine, ils avaient raison avant tout le monde. Faire une application sur téléphone qui permet de faire des vidéos courtes, pouvoir les uploader sans prise de tête afin de faire du microblogging, des blagues, du lip-dub, bah c'est exactement ce que va devenir TikTok quelques années après. C'est même tellement son ancêtre que Vine a vu l'apparition des premières vidéos de lip-dub par challenge, ce qu'était le but de TikTok initialement. Du reste, Vine fut fermé par Twitter le 27 octobre 2016 car ne rapportant pas assez d'argent. Alors, il faut le rappeler, même avant d'être racheté par Elon Musk, Twitter prenait déjà des décisions nulles. Du reste, cela montre bien que durant cette période, Internet est en train de prendre le virage du smartphone. Tous les sites devenaient responsifs et on intégrait dans les sites internet des moyens d'uploader et de diffuser des photos ou des vidéos prises directement via nos téléphones portables. C'est le moment où l'on fait de plus en plus de challenges et une mode qui illustre ça, bah c'est celle du point suivant. Numéro 2. Le selfie. Qu'on se comprenne bien, le selfie n'est pas né en 2013. Si les plus enquiquineurs remontent la pratique à 1893 avec un autoportrait du photographe Robert Cornelius, la pratique consistant à se photographier soi-même n'avait pas de nom particulier pendant un certain temps. C'est en 2007, avec les premiers blogueurs, qu'on la nomma ironiquement selfie, un mot dérivé de l'anglais self, soi. Mais alors pourquoi je dis que ça a 10 ans du coup ? Parce que si la pratique s'est développée depuis la fin des années 2000, 2013 est l'année où elle a explosé. C'est le moment historique où tout le monde a commencé à la pratiquer au point de parler de mode des selfies. C'est aussi le moment où le mot est rentré dans le dictionnaire. On en avait partout, en voyage, à la maison, devant les monuments, devant le cercueil de papy, avec des tigres en tenant des panneaux revendicatifs, voire même à des endroits très dangereux. C'est une mode qui culminera l'année suivante avec les Olympic Selfies et surtout le fameux selfie fait durant la cérémonie des Oscars. Surtout qu'une autre mode qui courait en 2013, c'était ce qu'on appelle les photos fads. Ces clichés qui consistent à se mettre en scène en train de faire un truc barré dans un endroit qui n'est pas fait pour, comme le planking ou le hauling, mais aussi à se photographier en train de faire un Hadoken ou de jouer avec la perspective pour faire semblant d'être un titan. La mode du selfie a évolué parallèlement à la démocratisation de Photoshop. Au même moment où n'importe qui était capable de virtuellement retoucher n'importe quelle image, on s'est pris de passion pour le cliché vrai, celui qui a été pris à un instant T, et dont tout l'intérêt est qu'il soit pris sur le vif et sans trucage. Je vous avais parlé en numéro 11 de la danse de 2013 qui s'était faite tellement détestée qu'elle en avait disparu. Et donc par effet de miroir, en numéro 1, j'ai choisi une danse qui, à mon avis, est celle de 2013. Et le numéro 1 est le twerk. Et je vous le dis direct, non, je ne ferai pas de démonstration de twerk pour vous. Pour rappel, le twerk est une pratique qui consiste à bouger les hanches alors qu'on est en position accroupie afin de faire ressortir et bouger le fessier. Une pratique qui est une sorte d'appel à la... vous savez quoi, vous êtes assez grand pour savoir ce que ça signifie. Tout comme le selfie, le twerk n'a pas attendu l'année 2013 pour apparaître. La pratique est trouvable dans les danses de Côte d'Ivoire comme le makupa ou le soukous avant d'avoir été rendu visible dans les clips de rap des années 90. Il a pris le nom de twerk par une étrange combinaison de deux termes, twist qui signifie se tordre et jerk qui signifie secousse, les deux étant aussi de danse. En 2002, le terme est déjà dans l'Online Slang Dictionary avec comme définition danser de manière très sexualisée, notamment en remuant les fesses. Comme le selfie, la pratique a été redécouverte vers
vers la fin des années 2000 et s'est popularisé peu à peu. On peut ainsi noter qu'un site nommé YouTwerk en 2011 regroupait déjà les vidéos de fesses qui bougent. Le mouvement osé fut utilisé de plus en plus souvent dans les clips de 2011-2012 avant d'atteindre son apogée avec celui de la chanson We Can't Stop de Miley Cyrus, avec une jolie apparition du mot dans un bol de nouilles. Au passage, une chanson qui est à ça d'atteindre son milliard de vues cette année. La chanteuse réitérera son twerk lors des MTV Music Awards de cette année-là, continuant de populariser une secousse en vogue. Les jeunes multiplièrent les challenges mettant en scène le mouvement de twerk, ce qui a amené certains à se faire exclure de leur école. Le 3 septembre commence à tourner la vidéo d'une femme s'étant foutu le feu en tentant de se filmer en train de twerker la tête en bas. Certains crieront au fake, ce qui s'est avéré être vrai. C'était une blague de l'animateur de télé Jimmy Kimmel. To the conspiracy theorists on the internet who thought the video was fake, you were right, it was fake, we made it up. I'm also the guy who bit Charlie's finger, by the way. Du reste, même si la mode qui consiste à faire des challenges de twerk sur YouTube s'est complètement arrêtée, et aussi grotesque que cette danse soit, on trouve encore de nombreuses personnes pour la faire. Alors certaines pour la blague, mais des fois sérieusement. L'an dernier, on aura pas mal parlé d'une séquence post-crédit de la série She-Hulk où la super-héroïne s'y essaye. Ce qui était un moment embarrassant, mais loin d'être le moment le plus embarrassant de cette série. Donc voilà, ça y est, la liste est complète. Comme dit au début de cette vidéo, c'est la fin de l'arc, le top des mèmes d'il y a 10 ans. Merci aux gens qui me regardent depuis au moins 2009 et qui me suivent, vous avez atteint la fin d'un cycle. Je ne sais pas ce que je fais l'an prochain, peut-être un top 14 de 2014, mais vu avec 10 ans de recul, ou peut-être un top des meilleurs mèmes de 2004. Ou de 1994. Ou peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo. Bah oui, parce que la chaîne ces derniers temps est un petit peu en train de vivoter. Vous le savez, depuis le début de l'année, je cherche à faire financer la chaîne via une forme de financement participatif. J'avais parlé d'un palier de 450 € par mois pour rester à flot. Et ça y est, on y est. C'est-à-dire que début août, on était à 334 € par mois, et puis quelques dons sont arrivés et ça a bouclé le budget. Du coup, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, ça fait énormément de bien. J'ai reçu des tonnes de messages adorables. Je vous remercie, je suis donc parti pour au moins faire des vidéos jusqu'à fin 2023. Oui, fin 2023 parce que début 2024, la chaîne va entamer une pause indéfinie d'au moins quelques mois. Parce que si tout se passe bien, à ce moment-là, je serai papa. Je suis papa! Ce qui est une étape très chouette et très importante dans ma vie, mais qui va considérablement freiner la production de ces vidéos. Et je n'ai pas vraiment envie de vous promettre que je vais être sur pied pour reprendre le taf à un moment donné, alors que si ça se trouve à ce moment-là, je ne pourrai pas parce que le bébé ne fait pas ses nuits, par exemple. C'est la même chose pour les conventions, je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps de faire des conventions en 2024, mes 2 prochaines dates seront les dernières, donc avant un petit moment. Je serai présent les 9 et 10 septembre à Laval pour la Geek Life Laval. J'y tiendrai même une conférence nommée Les Mèmes et les Pokémon avec la présence de Jean-Marc Anthony Cabella et du youtubeur Ori Gamer. Et la semaine d'après, les 16 et 17 septembre, je serai présent à Niort pour Japanior. Sur ces 2 conventions, je serai avec la dessinatrice Tanita Ferrer, dont vous pourrez retrouver tous les goodies, dont les superbes badges Pokémon. Et j'aurai aussi le plaisir de vous présenter mon nouveau livre intitulé 50 anecdotes geeks incroyables, mais factuellement fausses. Enfin, si je suis livré à temps par l'imprimeur, là j'enregistre le 2 septembre et je n'ai toujours pas reçu le carton. Donc on verra bien. Voilà, je n'ai pas d'autres conventions de prévues après pour 2023, sauf surprise de dernière minute avec une convention qui m'appellerait. Mais de toute façon, je vous tiens au courant, la chaîne continue et j'ai donc hâte de vous voir pour la prochaine vidéo. Bonne rentrée à tous!